Imaginez un vieil homme, les mains tremblantes, serrant une urne contre son cœur comme si c'était la dernière chose qui le rattachait à ce monde. Il marche seul dans une forêt dense du nord-est de la France, les feuilles mortes craquant sous ses pas, le vent murmurant des secrets oubliés entre les branches. Il parle, pas à lui-même, à elle. Marie, ma douce Marie. C'est ici que tout a commencé pour nous. Et c'est ici que tout finira. Ce qui devait être un dernier acte d'amour allait devenir 7 jours de cauchemar. Perdu dans les Ardennes, sans téléphone, sans secours, avec une cheville brisée au fond d'un ravin, Henri Lacroix allait se retrouver face à la question que le deuil lui posait depuis des mois sans qu'il ose y répondre. Est-ce qu'il voulait vraiment continuer à vivre ? Henri Lacroix était le genre d'homme que l'on croise toute une vie sans vraiment remarquer. Un de ces retraités discrets que l'on voit le dimanche matin au marché, qui choisissent toujours le même fromage, qui hochent la tête aux voisins et rentrent chez eux sans faire de bruit. À Paris, il était invisible. Mais pour Marie, il était le monde entier. Ils s'étaient rencontrés en 1972, lors d'un bal populaire d'été, quand la France sentait encore la révolution et que la musique disco faisait battre les cœurs plus vite que la raison ne le permettait. Marie avait des cheveux châtains qui cascadaient sur ses épaules, un rire qui illuminait n'importe quelle pièce, et une énergie que Henri, timide comptable de 25 ans, n'avait jamais rencontrée chez personne. Il l'avait invitée à danser avec la voix qui tremblait. Elle avait dit oui avec un sourire qu'il n'oublierait jamais. 50 ans de mariage. 2 enfants. 4 petits-enfants. Des voyages à travers l'Europe, un safari en Afrique, des nuits à lire Verlaine à voix haute dans leur lit. Henri était l'homme des chiffres. Marie était l'âme de leur vie. Ensemble, ils formaient quelque chose de complet. Puis le cancer était arrivé. Un diagnostic qui avait changé l'air de leur maison du jour au lendemain. Henri avait été à ses côtés à chaque consultation, chaque chimiothérapie, chaque nuit de douleur. Il avait appris à préparer les tisanes qu'elle aimait, à reconnaître les moments où elle avait besoin de silence et ceux où elle avait besoin de voix. Il était devenu expert en amour inconditionnel et en dissimulation de sa propre terreur. En mars 2019, Marie était morte. Elle avait tenu sa main jusqu'au dernier moment. Et elle avait murmuré, avec le peu de voix qui lui restait, « Ne me laisse pas, Henri ». Mais c'est elle qui était partie. Et Henri était resté. Seul. Dans une maison pleine d'objets qui sentaient elle, qui résonnaient d'elle, qui criaient son absence dans chaque recoin. Le deuil est une chose étrange. Ce n'est pas une douleur que l'on ressent d'un coup. C'est une douleur qui surgit quand on s'y attend le moins. Dans la mauvaise tasse de thé. Dans le côté vide du lit. Dans le silence où devrait se trouver une voix. Julien, son fils de 45 ans qui vivait à Lyon, appelait souvent. « Viens passer quelques jours avec nous, papa. » Les enfants adorent ta compagnie. Henri refusait toujours. « Pas encore, mon fils. J'ai encore quelque chose à faire. » Cette chose à faire, c'était une promesse. Une promesse que Marie lui avait demandée des années avant sa mort, un après-midi d'automne où les feuilles dorées couvraient leur jardin. « Quand je mourrai, Henri, ne me laisse pas dans un cimetière. Ramène-moi dans les Ardennes. » C'est là que tout a commencé pour nous. Les Ardennes. Leur lune de miel en 1972. Un chalet au bord d'une rivière, des promenades main dans la main sous des chênes centenaires, des promesses éternelles chuchotées au clair de lune. L'endroit où Henri avait trouvé le courage de dire « je t'aime » pour la première fois. Pendant plus d'1 an, l'urne était restée sur l'étagère du salon, à côté d'une photo d'eux 2 jeunes, riant dans le jardin d'un hôtel oublié depuis longtemps. Henri passait devant elle tous les jours. Parfois il s'arrêtait. Parfois il parlait. Pas encore, Marie. Je n'y arrive pas encore. Mais en mars 2020, avec le monde qui s'effondrait sous le poids d'une pandémie et les frontières menaçant de se fermer, Henri Lacroix prit une décision. C'était le moment. Il prépara son sac à dos avec une méthodologie qui aurait rendu fier le comptable qu'il avait été. Il fit une liste sur une feuille de papier. Il vérifia 2 fois. Puis 3. Une carte des Ardennes achetée dans les années 80 et jamais jetée.
Une boussole en métal que son père lui avait offerte à 15 ans. De la nourriture pour 2 jours, du pain, du fromage, des pommes, une tablette de chocolat noir que Marie adorait. Une bouteille d'eau. Un imperméable. Et l'urne, enveloppée dans un vieux pull à elle, pour qu'elle ne tremble pas dans le sac. Son téléphone, il l'oublia sur la table de la cuisine. Ce n'était peut-être pas un accident. Même lui ne le savait pas vraiment. Il laissa un mot pour Julien. « Je suis parti disperser les cendres de ta mère dans les Ardennes. Ne t'inquiète pas, je reviens vite. Papa. » Sans adresse précise. Sans date de retour. Sans itinéraire. Le train quitta Paris tôt le matin. Henri dormit une partie du trajet, le sac à dos sur les genoux, la main posée sur le pull qui enveloppait l'urne. Par les fenêtres, la France défilait. Des champs, des villages, le vert qui devenait plus dense à mesure qu'il s'approchait du nord-est. À Charleville-Mézières, il prit un bus. Et depuis le terminus, il entra dans la forêt. L'air y était différent. Plus froid, plus vivant, chargé de l'odeur de la terre mouillée et des pins. Henri inspira profondément pour la première fois depuis des mois. « On arrive, Marie, dit-il à voix haute, sans se soucier d'être entendu. Tu vas reconnaître le chemin. » Le sentier était étroit mais balisé. Henri reconnaissait des détails qui dormaient dans sa mémoire depuis près de 50 ans. Une formation de rochers ici. La façon dont la lumière filtrait entre les branches là-bas. Les Ardennes n'avaient pas tant changé que ça. C'est lui qui avait changé. Au crépuscule du premier jour, il arriva dans la clairière. La rivière était là, exactement comme il l'avait gardée dans sa mémoire. Elle murmurait doucement, les pierres du fond couvertes de mousse vert sombre. Les oiseaux chantaient leur sérénade de fin d'après-midi. Henri s'assit sur un rocher moussu, les jambes tremblantes de fatigue. Il ouvrit son sac. Sortit le pull. Prit l'urne entre ses mains. Et s'arrêta. « Alors c'est ici, dit-il. » La voix sortit rauque, comme arrachée à quelque chose de profond. « C'est ici qu'on se dit vraiment au revoir. » Il ouvrit l'urne avec des mains qui tremblaient. Une légère brise venue de la rivière emporta les premières cendres vers l'eau. Un voile gris se dissolvant dans le courant, comme un nuage qui se défait. Henri pleura. Pas le chagrin contenu qu'il avait pratiqué pendant des mois. Un vrai chagrin, du ventre, le genre qui plie un homme en deux. Mais quand il s'arrêta, il ne ressentit pas la paix. Il sentit le vide redoubler. Et si ce n'était pas suffisant? Et si elle n'était pas en paix? Et s'il fallait aller ailleurs, tenir l'urne différemment, dire d'autres mots? Il referma l'urne. Il garderait le reste pour le lendemain matin. La nuit tomba. Froide, noire, sans pitié. Henri alluma un petit feu avec des branches sèches, s'enroula dans son imperméable et fixa les flammes tandis que la forêt autour de lui s'éveillait en son nocturne. Des chouettes. Le froissement des feuilles sous des pattes invisibles. Quelque chose de plus grand qui se déplaçait dans l'obscurité entre les arbres. « Marie, tu es là ?» demanda-t-il aux flammes. Le silence répondit. Et c'est exactement ce silence qui l'acheva. Le lendemain matin, quelque chose avait changé. Henri se réveilla avec les os durs de froid et trouva le sentier qu'il croyait connaître, différent. Ou peut-être était celui qui était différent. La carte ne correspondait plus à ce qu'il voyait. Les repères qu'il avait mémorisés mentalement n'apparaissaient pas. « Je suis juste fatigué », se dit-il. C'est tout. Il marcha pendant des heures. À midi, la réalité arriva comme un coup de poing. Il était perdu. Pas le genre de perdu que l'on résout avec 20 minutes de marche jusqu'à la route. Le genre de perdu que les Ardennes imposent quand on y entre sans respect. Des forêts qui se referment derrière vous, des vallées qui se ressemblent toutes, un silence qui avale les bruits de la civilisation. « Parfait, Henri, murmura-t-il. 70 ans. Comptable à la retraite. Perdu dans une forêt. » Il y avait dans cette situation une ironie amère qui ne lui échappait pas. Marie aurait adoré ça. Elle serait en train de rire de moi en ce moment. Mais Marie n'était pas là pour rire. Et ça faisait bien plus mal que d'être perdue.
Il passa le deuxième jour à marcher en cercle qu'il ne reconnaissait pas. Il mangea une partie de ses provisions avec soin. Il dormit sous un grand arbre, et se réveilla avec le visage couvert de rosée. Le troisième jour, il commença à lui parler vraiment à voix haute. Plus les murmures discrets de quelqu'un qui a honte d'être vu. Des phrases entières, des histoires complètes, racontées à la forêt. Tu te souviens de cette fois à Venise? Tu avais acheté ce vase en cristal énorme et j'avais dit qu'il n'entrerait jamais dans la valise. Tu avais dit qu'on trouverait un moyen. Et tu avais raison. Comme toujours. La forêt écoutait. Henri parlait. C'était la conversation la plus longue qu'il avait eue depuis des mois. Il cueillit des mûres sauvages que Marie lui avait appris à identifier lors d'un été lointain. Il but à un petit ruisseau en espérant que l'eau était suffisamment propre. Il construisit un abri grossier avec des branches et des feuilles sèches. Il survivat. Mais pour la première fois depuis la mort de Marie, Henri Lacroix était en train de vivre vraiment. Pas parce que les circonstances étaient bonnes. Elles étaient désastreuses. Mais parce que chaque décision comptait, chaque pas avait du poids, chaque mur trouvé était une petite victoire. Le deuil l'avait anesthésié pendant des mois. Et maintenant, perdu dans les Ardennes, le monde reprenait une texture. Ce fut le 4e jour que le désastre arriva. Henri descendait une pente humide, plus attentif à l'urne qu'il tenait qu'à ses propres pieds. Sa cheville, déjà fragile, déjà douloureuse depuis le 2e jour, tordit sur une racine cachée sous les feuilles. Il tomba. Pas une chute élégante. Une chute de vieil homme, d'un corps qui n'obéit plus aussi vite qu'il le devrait. Ses genoux heurtèrent le sol en premier, puis ses mains, puis son épaule. Et le terrain céda, parce que ce n'était pas une pente, c'était le bord d'un ravin. Henri roula sur 4-5 mètres de descente, heurtant des rochers couverts de mousse, des branches cassant sous son poids, jusqu'à ce qu'il s'écrase au fond avec un impact qui lui coupa le souffle. Il resta immobile un long moment, étourdi. Puis ses yeux cherchèrent l'urne. Elle était à 50 centimètres de lui. Intact. Le couvercle fermé. Henri laissa échapper un sanglot qui n'était pas de douleur physique. Mais quand il essaya de se lever, la réalité s'imposa. La cheville droite avait tordu violemment. Elle était gonflée, pulsante, impossible à charger. Les parois du ravin faisaient 4 mètres de hauteur. Lises de boue et de mousse. Aucune branche d'appui à portée. Sans téléphone. Sans signal. Sans personne à des kilomètres à la ronde. Et la pluie commença. Pas une bruine. Une pluie des Ardennes, sérieuse, qui en quelques minutes transforma le fond du ravin en une mare de boue sombre. Henri se traîna jusqu'à une saillie rocheuse qui servait de toit improvisé, serra l'urne contre sa poitrine et se recroquevilla autant qu'il put. « Alors c'est comme ça que ça se termine » dit-il à voix basse. Il y avait dans ce moment une tentation étrange. Une sorte de reddition qui semblait presque facile. Arrêter de se battre. Laisser le froid faire son travail. S'endormir et ne pas se réveiller. Rejoindre Marie. Mais alors quelque chose monta en lui. Une colère. Pas contre Marie. Contre lui-même. Tu es venu ici pour l'honorer. Et maintenant tu vas laisser quelqu'un trouver tes os ici dans 10 ans? Tu vas laisser Julien ne jamais savoir ce qui est arrivé à son père? Non, dit-il à voix haute. Pas encore. Le 5e jour, avec la cheville déjà d'une couleur mélangeant le violet et le jaune, Henri se mit au travail sur le problème de façon méthodique. Le comptable en lui refaisait surface, même au milieu du chaos. D'abord les ressources. Il lui restait quelques mûres et des racines qu'il avait gardées, plus l'eau de pluie récoltée dans une grande feuille comme un bol. Suffisant pour 2 jours, peut-être 3 avec de la discipline. Ensuite la mobilité. Le ravin avait 4 mètres, mais d'un côté la pente était moins raide, et des branches d'arbres descendaient plus bas. Avec suffisamment d'appui et en ignorant la douleur, c'était peut-être possible. Il travailla toute la journée, se reposant quand la douleur devenait trop grande, recommençant quand elle se calmait un peu. À chaque tentative échouée, il racontait une histoire à Marie. « Tu te souviens quand j'ai essayé de monter cette armoire suédoise que tu avais ramenée? 5 heures.
Tu étais assise sur le canapé à boire du thé et à rire pendant que je jurais contre les instructions en français. Tu disais que j'étais impossible. Que je ne demandais jamais d'aide. Il s'arrêta. Regarda les parois du ravin. Tu avais raison. Comme toujours. Le 6e jour, les hallucinations arrivèrent. La déshydratation et l'épuisement mélangèrent tout. La forêt semblait respirer, les ombres avaient des formes, et parmi elles, parfois, Henri voyait Marie assise à côté de lui, les genoux repliés sous la robe d'été qu'elle portait quand ils s'étaient rencontrés. Henri, disait-elle dans ses divagations. Batte-toi. Pourquoi faire? Répondait-il. Sans toi, le monde est gris. Alors repeins-le. Il se réveillait et elle n'était plus là. Mais les mots restaient. Il y avait une question qui le dévorait pendant ces heures-là. Il était venu dans les Ardennes pour libérer Marie. Mais était-ce vraiment pour elle? Ou cherchait-il, en secret, une façon de se donner la permission de la suivre? De poser enfin le fardeau d'une vie qui n'avait plus de sens sans elle? La nuit du 6e jour fut la plus longue. Henri récita Verlaine, le poète que Marie adorait, né dans cette même terre des Ardennes, avec la voix qui lui restait. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. L'écho du ravin lui renvoyait les vers. Et pour la première fois depuis des mois, Henri sentit que Marie était vraiment là. Pas comme une fantasme. Comme une présence. Comme quelque chose qu'il avait tellement intégré en lui qu'elle vivait maintenant à l'intérieur, dans les poèmes qu'elle aimait, dans le goût des baies sauvages qu'elle lui avait appris à reconnaître, dans la tétise qu'elle avait passé sa vie entière à essayer de corriger en lui. Marie n'était pas dans l'urne. Elle était en lui. Et il était en train de gaspiller ça. Au matin du 7e jour, Henri trouva la photo au fond de son sac à dos. Il ne savait même pas qu'il l'y avait mise. Peut-être que c'était Marie qui l'y avait glissée. C'était exactement le genre de chose qu'elle aurait fait, sourire à elle-même en préparant son sac sans rien dire. La photo les montrait tous les deux lors de leur lune de miel, dans ce même endroit, presque 50 ans plus tôt. Marie avec les cheveux au vent, souriant à l'objectif. Henri lui tenant la main, les yeux non pas sur l'appareil photo mais sur elle. C'était un homme amoureux regardant la femme qu'il aimait. Et elle regardait le monde avec ce sourire qui disait « C'est bien, c'est réel, ce moment vaut tout ». Henri fixa la photo longtemps. « Ce n'est pas ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Tu ne m'as pas envoyé ici pour mourir. Tu m'as envoyé ici pour me souvenir. » Les larmes vinrent, mais elles étaient différentes. Pas le désespoir des jours précédents. Les larmes de quelqu'un qui comprend quelque chose de vrai pour la première fois. La vie est un cadeau, Henri. Ne le gaspille pas. Elle lui avait dit ça plus d'une fois. Il avait entendu sans écouter. Tu vas vivre pour moi. Pour Julien. Pour les petits-enfants. Tu vas raconter nos historias. Henri Lacroix, 70 ans, cheville cassée, 6 jours perdus dans les Ardennes, cria. Pas un cri de douleur. Un cri de décision. Et il commença à grimper. Le processus prit des heures. Chaque centimètre coûtait. Il utilisa des branches comme béquilles improvisées, enfonça ses doigts dans la boue des parois, pesa de tout son poids sur les pierres qu'il trouvait. La cheville hurlait. Il hurlait en retour. Là-haut, quand ses bras trouvèrent enfin le sol ferme et qu'il se jeta hors du ravin, il resta sur le dos un long moment, à regarder les cimes des arbres pendant que son cœur battait plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il était vivant. Il voulait être vivant. Il ouvrit l'urne une dernière fois. Le vent des Ardennes emporta les cendres qui restaient, entre les chênes centenaires, au-dessus de la rivière qui murmurait en contrebas, là où l'amour les avait conduits pour la première fois. « Va en paix, ma chérie, dit-il. Je te le promets. » Et alors il entendit des voix. « Papa !» Henri. Julien avait reçu le mot 3 jours après le départ de son père. Il avait attendu encore une journée. Appeler le téléphone resté à Paris. Appeler les hôpitaux de Charleville-Mézières. Et puis alerter les autorités locales des Ardennes. Pendant 6 jours, des équipes de secours avaient quadrillé la forêt. Des hélicoptères avaient survolé les zones les plus denses. Des chiens pisteurs avaient cherché une trace.
Julien, qui avait pris l'avion depuis Lyon dès que son père avait été déclaré disparu, dormait peu, mangeait moins, et marchait avec les sauveteurs en refusant de croire à l'évidence que tout le monde autour de lui pensait mais ne disait pas. Henri entendit les cris et répondit avec tout ce qui lui restait de voix. Quand Julien le trouva, couvert de boue, barbu, la cheville d'une couleur impossible, mais debout sur ses béquilles improvisées et souriant, le fils aîné s'effondra complètement. Ils restèrent enlacés un long moment là dans la forêt, tandis que les équipes de secours se rassemblaient autour d'eux et que la radio crépitait avec la nouvelle. « Retrouvé, retrouvé, il est vivant. Je te croyais mort, papa. » Julien pleurait sans honte. « Moi aussi je l'ai cru, » admit Henri. « Mais ta mère ne m'a pas laissé faire. » L'hélicoptère emmena Henri à l'hôpital de Charleville-Mézières. Cheville fracturée en 2 endroits. Dehydration severe. Hypothermie modérée. Des égratignures, des contusions, des tissus enflammés. Rien que des semaines de repos ne pourraient résoudre. Dans son lit d'hôpital, avec Julien assis à côté de lui tenant sa main, comme Henri avait tenu la main de Marie, il regarda par la fenêtre le ciel gris de Mars et resta silencieux un moment. Elle était en moi depuis le début, Julien. Les poèmes qu'elle aimait. Les baies qu'elle m'avait appris à reconnaître. La tête dure qu'elle n'a jamais réussi à me faire perdre. Ce n'est pas elle que je suis venu chercher dans les Ardennes. C'est moi. Il posa la main sur sa poitrine. Et je l'ai trouvée. Ici. Julien serra sa main. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de le dire. Henri passa 2 mois à se remettre à Lyon, dans la maison de Julien. Les petits-enfants rentraient de l'école et se jetaient sur lui avec l'énergie incontrôlable de ceux qui ne comprennent pas très bien ce qui s'est passé, mais savent que le grand-père était loin et qu'il est revenu. Il leur racontait des histoires. La Marie jeune au bal d'été. Les promenades dans les Ardennes. Le safari en Afrique où elle avait photographié un éléphant de si près qu'Henri avait failli avoir une crise cardiaque. Les enfants en voulaient toujours plus. Henri découvrit que les histoires de Marie ne mouraient pas avec elle. Elles vivaient dans chaque fois qu'on les racontait. Elle restait présente dans les rires des petites filles à l'histoire de l'éléphant, dans le regard admiratif du petit-fils aîné quand il décrivait les bals des années 70, dans les questions de Julien qui commencèrent à surgir, comme si le fils aussi retrouvait sa mère à travers les mots de son père. Henri retourna dans les Ardennes l'été suivant. Cette fois avec Julien et les enfants. Cette fois avec une carte récente et un téléphone chargé. Cette fois sans urne. Ils allèrent à la clairière. À la rivière. Henri resta silencieux un moment, les enfants qui couraient le long de la berge, Julien à ses côtés, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la gratitude. Pas le genre facile que l'on formule dans une prière. Le genre qui reste bloqué dans la gorge comme un nœud et qui ne sort que comme silence. La gratitude d'avoir aimé quelqu'un complètement pendant 50 ans. D'avoir été aimé en retour. D'être encore là pour ressentir le manque. Merci, dit-il doucement. À Marie. Aux Ardennes. Au ravin qui ne l'avait pas laissé mourir. À lui-même. Pour avoir choisi de remonter. Le deuil ne se termine pas. Mais il change de forme. Il cesse d'être l'absence de ce que l'on a perdu et commence à être la présence de ce qui reste. Et ce qui reste, parfois, c'est tout. Si vous avez perdu quelqu'un aujourd'hui, peut-être que la question n'est pas comment je surmonte ça. Peut-être que la question est: qu'est-ce que la personne que j'ai perdue m'a laissé que je n'ai pas encore réalisé avoir? La réponse est peut-être plus près que vous ne le pensez. Juste là, à l'intérieur de vous.